Les derniers mois avant de mourir, Monet entreprend une série de tableaux. Un seul thème l'occupe, presque une seule œuvre, la maison dans les roses. Monet est sorti dans le jardin, c'est l'été. Il a fait installer son chevalet au milieu des massifs en fleurs. Et il peint le rose, et encore le rose. La maison disparaît dans le tourbillon des couleurs. Elle n'est plus qu'une anecdote. Voilà plus de 40 ans que Monet s'est installé à Giverny. Il y a réalisé une œuvre qui est un enchantement, un véritable hymne à la nature. Une nature qu'il a faite sienne, qu'il a composée comme un tableau et qu'il a transformée jusque dans son relief. À Giverny, Claude Monet a conçu un jardin dont les couleurs suivent le rythme des saisons. Il y a créé un bassin comme un miroir tendu à la beauté du monde. Claude Monet meurt le 5 décembre 1926. On l'enterre dans le petit cimetière de Giverny, auprès de sa seconde épouse, Alice. Alice est morte 15 ans auparavant, un jour de printemps. Tout au long de sa vie, elle n'a cessé d'écrire, à Monet bien sûr, mais aussi à Germaine, sa fille, sa petite dernière. Du temps de Giverny, Alice a ainsi laissé toute une quantité de lettres qui en racontent la vie en toute intimité familiale. Ces lettres sont comme un journal, une invitation à partager avec elle le quotidien du peintre, ses humeurs, ses enthousiasmes, ses doutes. C'est en 1883 que Monet a repéré les environs en passant en train. Il est enchanté par le paysage de Giverny. Il décide de louer une propriété au lieu-dit du pressoir. La maison est grande, il y a des arbres fruitiers. Il faut bien de l'espace pour accueillir 2 familles, Monet et ses 2 fils, Alice et ses 6 enfants. Claude a 43 ans, Alice 39, et ils ont 8 bouches à nourrir. La situation n'est pas simple. Ils partagent le même toit depuis quelque temps. Camille, la première femme de Monet, est morte depuis 4 ans et Alice est mariée. Elle est séparée de son mari, Ernest Hochedet, depuis qu'il a fait faillite, mais elle n'est pas divorcée. Riche négociant en tissus de luxe, Ernest Hochedet est l'un des premiers collectionneurs de Monet. Il a acheté Impression Soleil Levant chez le célèbre photographe Nadar, lors de la première exposition des impressionnistes en avril 1874. Collectionneur et mécène, il invitait des artistes à peindre dans son château de Montgeron. C'est ainsi qu'il est à l'origine de la rencontre entre son épouse et le peintre. Sept ans plus tard, en 1883, Alice et Monet s'installent ensemble à Giverny. Chut. Quand je nous revois, ma chère fille, la première fois à Giverny, le pays nous a tout de suite émerveillés. Oh, mes enfants, quel troupeau on faisait. Vous alliez à la rivière vous baigner,
Vous reveniez dans un état. Et les grenouilles. Un jour, vous en avez rapporté 60. Quel festin. Et toutes ces promenades. On partait à 5 heures du matin. Il y avait des bois entiers de lilas et de genêts. On rentrait chargé de fleurs. Autre chose qu'avec Camille et les deux familles sous le même toit. Toutes les couleuvres que j'ai avalées là-bas. Même pas un sou pour acheter des pommes de terre. Alors qu'ici, c'était magnifique. Nous n'arrêtions pas de nous amuser. Bien que s'installant à Giverny, Monet ne tient pas en place. Il n'a pas encore marqué son territoire. Les premières années, il enchaîne différentes campagnes de peinture. Les marines se vendent, va pour les marines. Un peu vite fait, parfois. En 1884, il est à Monaco, Menton, Bordighera. En 1885, sur la côte normande, à Dieppe, à Étretat. Les variations permanentes de lumière, le ruissellement des eaux sont sans fin. Le public commence à se faire à l'impressionnisme. Une nouvelle génération d'artistes s'est mise à peindre la vie ordinaire, le jeu de la lumière et des couleurs. Ils se nomment Monet, Renoir, Pissarro, Cézanne, Degas, Berthe Morisot, Sisley. De 1874 à 1886, ils feront 8 expositions. Lors de la première exposition, un critique se plante devant le tableau de Monet et écrit « Voyons, que représente cette toile Impression soleil levant ?» Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Bientôt, on les traite d'impressionnistes. Ironiquement, le groupe adopte l'expression. Oui, ils peignent leurs impressions. Impossible de faire autrement. Il faut être aveugle pour ne pas voir que la lumière, les couleurs, la nature ne cessent de changer. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Au moins, quand tu sors peindre, tu ne restes pas là à tourner en rond dans l'atelier. J'arrive à rien, j'ai tout donné. Quel râleur tu fais, Monet. Depuis toujours, même dans les lettres que tu m'écrivais lorsque tu partais peindre sur les falaises normandes, tu ne pouvais t'empêcher de te plaindre. Et puis tu rentrais, satisfait, impatient. Quel bonheur quand tu étais là. Nous allions promener pour cueillir des cèpes. Nous marchions au bord de l'eau, si loin que nous devions revenir en chemin de fer. Les petits nous accompagnaient. Tu marchais, toujours à grands pas. Le temps était encore assez mauvais. Impossible de peindre. Le lendemain, encore pire. Une vraie tempête avec un vent terrible. Et pourtant, les filles allaient se baigner. Et tu n'arrêtais pas de reprendre ta toile. Ça ne voulait pas marcher. C'est si changé, disais-tu. En janvier 1886,
l'agrandissement de l'atelier au bout de la maison est terminé. Il fait volontiers croire qu'il peint uniquement dehors. « Je n'ai pas besoin d'atelier. Mon atelier, c'est le plein air. » En fait, il ramène les toiles à l'atelier et les reprend, les achève. Parfois les gâche. Quand ça ne va pas, ou que le temps est décidément au gris, il s'absorbe dans le jardinage. Monet veut que le jardin soit toute l'année coloré de grandes touffes éclatantes. Je m'en souviens bien de tes lettres. Il faut entendre ça. Pour les dahlias, je pense que ce n'est pas encore le moment de les rentrer, mais peut-être de les étiqueter, car qu'une gelée survienne et il est impossible de distinguer leurs couleurs. Je voudrais aussi qu'on me récolte un peu de graines de soleil si les petits en ont laissé. Le jardin est ton autre atelier. Elle est là, ta palette. Cette année 1886, Monet répond à une commande que lui passe son marchand Durand-Ruel. Celui-ci a fait la connaissance du peintre à Londres en 1870, pendant leur exil causé par la guerre avec la Prusse. Il demande à Monet de décorer les panneaux de porte de son salon et de sa salle à manger. L'occasion est ainsi donnée à l'artiste de faire quelques natures mortes et d'avoir quelques rentrées pour assurer le quotidien. Cette année-là, il fait le portrait de sa belle-fille Suzanne, la fameuse femme à l'ombrelle. Comme les herbes, rien n'est figé. Comme le vent dans son écharpe. Elle était au bout de l'île aux orties. Il venait d'amarrer la barque quand il a levé les yeux. Qu'est-ce qu'elle a dégusté? Il me l'a épuisée. Il l'a fait poser pendant des heures. Elle ne tenait plus debout. J'aime beaucoup les tableaux à figures. Pas à cause des filles, on les reconnaît à peine. À cause des heures passées ensemble. Après, il n'en a plus fait. Je veux que personne ne touche à cette photo. C'est à cette époque qu'Alice et Claude se font photographier avec les enfants. Les 2 garçons que Monet a eus avec Camille et les 6 enfants d'Alice et Ernest Hochedet. Jean-Pierre a 9 ans là-dessus. Déjà fou de voiture. Michel 1 an de plus, toujours à faire les 400 coups ensemble. Blanche a 21 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'elle devienne peintre. Mon pauvre Jacques a 17 ans. Impossible de le mettre au travail, une vraie croix. Au moins, Jean est un peu plus malin. Il a 2 ans de plus. Marthe a 22 ans. Elle n'a jamais apprécié la réunion des 2 familles. Elle gardera bien ses distances. Germaine a 13 ans, déjà vive et indépendante. Heureusement que je t'ai. Et Suzanne, ma chère Suzanne, tu as 18 ans ici, avec ton accroche-cœur. Tu m'as quitté si vite. Tu étais son modèle préféré. J'ai toujours aimé ce tableau. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. C'était vers la fin de ce même été, 3 jours de mauvais temps. Il s'enferme dans l'atelier. Il trouve le déjeuner exécrable. Et voilà qu'il donne un coup de pied à ton portrait, ma chère. Et en sabot, en plus. Allons bon, le pied a traversé. Il a fallu recoller la toile, retendre, repeindre. Le beau remords. Il a essayé de masquer la déchirure en repeignant les herbes sous les pieds. Tiens, ils veulent tous des secrets. Il est là, le secret. Il n'est pas beau à voir. Heureusement que ses amis l'ont soutenu. La vie aurait été infernale, sinon. Monet aime recevoir ses amis. Le peintre Caillebotte, lui-même mécène de ses propres compères. Gustave Geffroy, le premier critique à vraiment comprendre sa peinture et à le soutenir par ses articles. Ils viennent voir l'atelier, le jardin. Monet cultive sa passion avec quelques fanatiques comme lui. Avec Mirbeau, ils échangent bulbes et conseils, comparent les variétés. Quel animal celui-là? Et sa femme.
Alice. Tu la connais, ma chère fille? Pourquoi faut-il qu'on ait le même prénom? Elle est belle. Ah, elle est belle. Une petite théâtreuse inconnue, une ancienne cocotte, faut pas être dégoûté. Et radine avec ça. Enfin, ils parlent de leurs orchidées, c'est toujours ça. Il va falloir l'arroser, celui-là. Il va sécher sur pied. Fin novembre 1890, Monet sollicite son marchand Durand-Ruel. Il a besoin d'argent. L'opportunité s'offre à lui d'acheter la maison. Il s'y sent bien. Le jardin est florissant. Il a un atelier, des habitudes. La nature lui résiste autant qu'elle lui offre de nouveaux motifs. À cette époque, il n'arrête pas de reprendre des choses impossibles à faire. De l'eau avec de l'herbe qui ondule dans le fond. C'est admirable à voir, mais c'est à rendre fou de vouloir faire ça. Il s'attaque toujours à ces choses-là. Et puis, je ne sais pas comment il s'est mis l'idée en tête. Il a commencé à courir les champs pour aller peindre les meules, à développer toute une série autour de ce motif. Avec Blanche, ils passaient leur temps à guetter le ciel. Elle poussait la brouette avec les toiles et le reste. Ils installaient chacun leur chevalet à quelques pas l'un de l'autre et passaient des heures en plein air. Parfois, ils partaient avec un domestique, un chien en laisse, histoire de tenir les curieux à distance. Je le reconnais bien là. Lui, le plus pacifique des hommes. Pas étonnant que tout le monde ne nous aime pas. Bientôt, une page se tourne. Ernest Hochedet, le premier mari d'Alice, meurt en 1891. Séparé de sa famille, il avait refait sa vie à Paris comme critique d'art. L'année suivante, en 1892, Suzanne annonce son mariage avec l'un des peintres américains qui se sont installés à Giverny, dans la foulée de Monet. L'hôtel Baudy est leur quartier général. Ils s'y retrouvent pour parler peinture, pour jouer aux cartes ou au tennis. Et l'hôtel de devenir le centre du village dont ils perturbent la tranquillité. Claude et Alice ne sont pas très enthousiastes à l'idée de ce mariage. Ils espéraient un meilleur parti que ce Théodore Butler, qu'ils trouvent un peu mou à leur goût. Monet étant soucieux d'accompagner lui-même Suzanne à son bras, Claude et Alice profitent de l'occasion pour se marier eux aussi. 4 jours avant Suzanne et Théodore, presque en cachette. On était combien? 6, 7 avec le maire, et Caillebotte et Helleux pour témoins. Finalement, ça me fait rire. Tout ça pour conduire Suzanne à l'hôtel. Un autre peintre américain, Theodore Robinson, immortalise le mariage de Suzanne et de Butler. Le cortège longe la maison. Les hommes sont en habit, mais il est impossible de reconnaître Monet. Par prudence, peut-être. Monet est tellement ombrageux. Il faut dire qu'il est d'un lent, ce Butler. Quelqu'un est passé avant moi. La tarte n'était pas là. L'assiette bleue est sortie. C'est toi, Monet. Tu t'es relevé au milieu de la nuit. Tu es venu te couper une part en cachette. Il n'y a que toi pour t'en servir. Je déteste cette assiette. Quel horrible dragon. Quelle manie, ce japonisme. Et en plus, tu parles de faire un bassin et pour comble avec un pont japonais dessus. Ce bassin est l'affaire d'une vie. Tout au bout du jardin passe la route et une voie de chemin de fer aujourd'hui disparue. De l'autre côté, s'étend une prairie souvent inondée. Monet veut y creuser un bassin et il achète le terrain. Pour remplir le bassin, il souhaite détourner l'eau du ruisseau qui traverse les prés, mais le conseil municipal craint que les plantes aquatiques empoisonnent l'eau. D'autres sont jaloux. Il doit faire face à 1000 tracasseries. Finalement, Mirbeau intervient auprès du préfet et les travaux commencent.
Quelle idée ce pont! Tout le monde voulait se faire photographier dessus. On y est tous passés. Pourquoi un pont japonais? Il dit qu'il n'a pas pensé à l'aspect japonais. Quel culot! C'était ça et rien d'autre. L'année suivante, au printemps 1894, la livraison des premiers nymphéas arrive par le train. Il les a repérés en visitant l'exposition universelle de 1889. Les étonnants nénuphars colorés décoraient une pièce d'eau au pied du Trocadéro, face à la tour Eiffel toute neuve. Et on a fait construire une nouvelle cuisine. La gourmandise de Monet est contagieuse. L'huile d'olive vient de Provence, le vin de Sancerre, le gruyère du Jura, le foie gras en croûte, un délice, de Strasbourg, et de Londres, le véritable pudding anglais pour Christmas. C'est épuisant ces grands déjeuners du dimanche, mais tellement joyeux. Comme ce jour où Cézanne est venu déjeuner, et où Mirbeau, Rodin, Geffroy l'ont accompagné. Il adore assaisonner la salade. La touche Monet. Il remplit la cuillère de poivre moulu, la baigne d'huile, et je te retourne la salade. C'est son coup préféré. Il n'y a que lui et Blanche qui apprécient. Je suis obligée de faire servir une deuxième salade. Au moins cela le rend prodigue. Mais trop sévère tout de même. J'ai toujours peur qu'il s'emporte. Après le café, on descend au bassin. Finalement, ce bassin est très bien. Ça calme tout le monde. Il n'y a que moi qui n'en peux plus parfois. J'ai besoin d'air. On ne peut pas rester comme ça enfermé dans un tableau. C'est pas humain. Paris me manque. Pour rejoindre la capitale, les Monet allaient en train. De Vernon à la gare Saint-Lazare, le trajet les conduisait directement au pied de l'hôtel Terminus, où ils avaient leurs habitudes et se sentaient comme chez eux. Paris, le Terminus. Ma chère Germaine, j'ai été bien heureuse avant de partir d'avoir tes bonnes lignes et de voir que tu es contente et bien remontée. Je me suis acheté un très joli chapeau tout noir. Et quand Monet est revenu de ses courses, nous avons été dîner chez Prunier. Après, nous avons été voir jouer l'hôtel du Libre-Échange, la fameuse pièce de Feydeau. Nous avons ri comme il n'est pas possible de rire. Puis nous avons rencontré les Mirbeau, et ils ont manqué leur train. C'était drôle. On aurait dit que nous jouions un vrai vaudeville. Nous avons été à l'exposition des chrysanthèmes, mais à part quelques phénomènes, ce n'est pas beau. Et surtout mal arrangé. Quel négligé. Ils devraient voir notre jardin et nous dit jardiniers. Ça leur donnerait une leçon. Au moins Monet ne se moque pas du visiteur. Quelle santé tout de même. Faut voir comment il est bâti. Mais tout de même, toujours premier levé, je ne m'en rends plus compte. Il lui arrivait de prendre le premier train du matin. Parfois il partait peindre avec Blanche, comme le jour où il l'a emmené à Gagny. De là, ils sont allés à pied à La Roche voir leurs motifs. Ils sont revenus par le train qui m'emportait au marché. J'ai compris que si le temps continuait à être beau, ils iraient y travailler. Je l'ai bien désiré, car il était temps qu'ils se remettent tous deux à l'ouvrage. Pendant ce temps, je me suis occupée à trouver des tuteurs pour les rosiers. Des tuteurs en châtaignier. Il a été très précis dans sa demande. Il savait pourtant qu'il me faudrait monter tout en haut de la route d'Évreux pour en trouver.
J'ai un gros chagrin dans la basse-cour, ma chère Germaine. Notre coq La Flèche a été pris de rhumatisme dans les pattes et Monet a voulu tout de suite le faire tuer. Du reste, il ne pouvait plus marcher. Nous le mangerons demain, ce sera une consolation. Où est mon cahier de recettes? Un coq au vin, ça fait longtemps. Suzanne en raffole. Faire revenir le lard en dés, des petits oignons, mettre à dorer le coq coupé en morceaux, un ail, bouquet garni, 2 grands verres de Bourgogne, cuire une bonne demi-heure, lier la sauce avec beurre et farine, remettre les morceaux, servir très chaud. En 1895, Durand-Ruel expose les cathédrales. Il apprécie vraiment les peintres impressionnistes. Il a aussi le sens des affaires. Quand il meurt en 1922, il aura acquis 1 millier de toiles de Monet. Pour l'heure, il expose dans sa galerie une bonne quarantaine de tableaux, dont 20 cathédrales. Cela faisait plus de 2 ans que Monet y travaillait, allant à Rouen, revenant à l'atelier. Plus longtemps que ça, 3 ou 4 ans. Je ne comprenais pas pourquoi il s'intéressait au portail de Rouen. D'accord, c'est moins loin que Paris, mais pourquoi une cathédrale? Le clocher d'un village, ce serait plus simple, ça fait partie du paysage. En plus, il ne croit pas en Dieu. Était-ce une conversion cachée? Serait-ce mon influence? J'avoue m'être plus à le croire. Pauvre oie blanche. Il suffit de voir comment il s'y est pris pour comprendre que c'est le cadet de ses soucis. Le grand peintre ne voit que des effets de lumière. Il s'est installé dans une boutique de chapeaux pour dames qui donnait sur le parvis de la cathédrale. Il y passait ses journées. Et voilà que ces mijaurets sont venus le soupçonner du diable tout en se pavanant avec leurs chapeaux neufs. Finalement, le marchand l'a reclus derrière un paravent, juste pour sauver les convenances. L'exposition est un succès. Monet transforme une vieille bâtisse du jardin pour y faire un second atelier. Le rez-de-chaussée est pour les jardiniers. Michel ne tarde pas à y installer une chambre noire. Ça a beaucoup plu à Monet. Toutes nos photos, c'est presque toujours Michel qui les a faites. L'hiver 1895 est particulièrement froid. Les enfants vont patiner sur le marais. C'était incroyable tout ce blanc. Il y avait encore 4 au-dessous de 0 et le givre était admirable. Nous avons été promenés plus loin que Falaise. Monet a trouvé de très beaux motifs. Évidemment, dès qu'il est au travail, tout est noir. Le marais était pris, mais la couche bien mince. Il y avait 18 canards sauvages qui patinaient. C'était joli à voir. Le dimanche d'après, c'était notre tour de rendre la brioche à la messe. Tout le pays y était pour la manger, sachant que c'était nous. Pendant que j'étais à la messe, Jean a arrangé le bassin qu'il a entièrement vidé. Et Monet a encore détruit des toiles. Les chrysanthèmes étaient en miettes. En 1897, Monet fait construire une seconde serre, une serre chaude. Ça a été la passion de l'automne. Le chauffage opérait selon un nouveau système. Lorsque les plantes ont été toutes en place, on a démarré le chauffage.
Monet avait décidé qu'il devait pouvoir surveiller même de nuit afin d'être sûr que tout se passait bien. Une fois qu'il avait décidé quelque chose, il était très dur de le faire changer d'avis. J'ai vite approuvé. On s'est organisés tous les deux pour mener la surveillance. Quand les filles ont appris ça, quel tollé. On allait y passer toute la nuit, et personne avec nous. Quelle négligence. On est resté jusqu'à l'aube à surveiller les gloxinias. Heureusement, le chauffage était parfait. Je me demande, ma chère Germaine, si ce n'est pas cette nuit-là qu'on a appris le mariage de Blanche et Jean. Quelle bombe! Blanche, ma fille, avec Jean, son fils, et on n'avait rien vu, rien deviné. Ah, quelle histoire! Ça a été la plus belle période de ma vie. On n'aurait jamais dû sortir de la serre. Après, nous avons appris que c'était la fin. Suzanne est morte de sa maladie. Elle n'aura jamais rien su de mes regrets de son union avec son Américain. Il n'y a qu'à se soumettre. Désormais, Alice portera toujours en elle le deuil de Suzanne. À la fin de cette année 1899, elle pose chez Nadar. Son visage s'est refermé. Deux ans plus tard, alors qu'il a commencé la série des bassins aux nymphéas, Monet redécouvre Véteuil. Quel chambardement, ma Germaine. Monet ne parlait plus que de peindre à nouveau Véteuil. Vite, il fallait nous préparer. Il y avait repéré un joli petit chalet et avait décidé de le louer pour y travailler. J'ai tout de suite espéré que cela puisse le remettre. Quelle joie au milieu de ma peine. Véteuil, à 15 km de Giverny. C'est là que Camille, sa première femme, est morte. C'est là qu'il a brièvement vécu avec elle, il y a déjà plus de 20 ans. C'est là qu'il a peint une toile qu'il gardera toute sa vie comme un secret, n'osant pas même avouer à ses amis, les rares fois où il la montre, que cette morte est sa femme. Les toiles et chevalets sont d'abord arrivés, et le lendemain, nous avons apporté tables et fauteuils. Marthe et Butler nous ont rejoints en barque. Marthe et Butler. Il colle à la famille, celui-là. Comment a-t-il pu épouser Marthe un an après la mort de Suzanne? Enfin, la grande joie, c'est que Monet a repris ses pinceaux et commencé une vue de Véteuil. Mais je tremblais, ou qu'il ne soit pas satisfait, ou que le temps change. Quel bel été. Chaque jour, j'apportais soit un meuble, soit une natte, sans oublier whisky et madère. Ça n'a pas duré. Quelques mois plus tard, Monet emballait les Véteuils. Il a honte d'envoyer de pareilles choses, criait-il. Est-ce possible de blasphémer ainsi? Monet ne cesse de penser au bassin. Il s'emploie à le faire agrandir, à perfectionner le système de dérivation du ruisseau, à jeter 2 petits ponts au-dessus du Rue. Quand le bassin est achevé, Monet fait planter de nouveaux nymphéas. Tous les matins, un jardinier nettoie la surface de l'eau. Un arceau est posé au-dessus du pont japonais pour installer une glycine. Et il s'est aussi lancé dans des plantations de gros bambous, et il n'en bougeait plus. Ah, que je voudrais le voir travailler comme ce pauvre Renoir. Mais son jardin l'occupe trop. Il se contente de pousser un grand soupir et d'admirer. Le soleil me fait moins craindre pour ses rhumatismes. Mais hélas, si le baromètre monte, l'humeur baisse.
que c'est triste quand on a tout pour être heureux. Quelle ingratitude de ne pas le reconnaître et d'en jouir. Plus la vie avance et plus Monet voudrait vivre loin du genre humain. Monet a posé pour Renoir. Ils se sont raconté leur vie pendant la séance de pause. Mon Dieu, je ne supportais pas de voir les mains de Renoir tordues par l'arthrite. Il paraît que son fils lui attachait déjà les pinceaux aux mains et que ça ne s'est pas arrangé. Monet est de plus en plus soucieux de son jardin. Il ne supporte pas la poussière de la route qui retombe sur ses fleurs et trouble l'eau du bassin. Il demande à la commune de goudronner la route qui passe devant. Le conseil refuse. Excédé, il l'a fait goudronner à ses frais durant l'été 1907. En plus, il s'est fait piquer par une guêpe au poignet droit. Cela le faisait souffrir et le gênait. Nous sommes quand même allés à Gaillon, assister à la course automobile. Une course de côte. Un temps superbe, il n'y a pas eu d'accident. Cette fois, nous étions bien organisés dans un verger où on nous a mis une table. Le déjeuner était exquis. Nous nous étions procuré un pâté de perdreau et foie gras de chez Paillard. Quelque chose de parfait. Regarde, ma chérie. Il y a une très belle photo de nous dans la vie illustrée. Sauf qu'elle date de 2 ans auparavant. Ils en ont un toupet. Car cette année, nous étions bien mieux organisés, avec table, chaises et tout le Bataclan. Monet fuit la vie publique. La vie de la maisonnée est organisée autour des toiles et du bassin, c'est-à-dire autour du peintre, un peu trop au goût d'Alice qui aimerait plus de distraction. Les journées sont réglées comme du papier à musique, déjeuner à 11h30 précise, dîner à 7h pile. Monet ne plaisante pas, d'autant qu'une grande exposition se rapproche. Après avoir longtemps repoussé les avances de Durand-Ruel, il accepte de présenter pour la première fois au public une quarantaine de nymphéas. Il se faisait un mauvais sang terrible pour cette exposition. Grattant, habillement encore des toiles, c'était navrant. Et cela rend la vie vraiment pénible. En plus, les grèves de la poste m'empêchaient de recevoir mon courrier quotidien. Joli gouvernement. Oh mon roi, quel sale régime. J'en ai dit un mot à Clémenceau. J'ai aidé Monet à classer ses 48 toiles de nymphéas. Quand tous les grands préparatifs ont commencé, Prosper a été convoqué. Il a passé 2 jours à emballer et emballer, et le brave homme disait « Cela, c'est du nouveau ». Le 6 mai 1909, le vernissage de l'exposition des nymphéas est un succès public autant que critique. Le temps est loin des polémiques et des scandales. Nous sommes rentrés et bien heureux. Mais Monet avait mal à la tête. Il y avait chez Durand un monde fou et enthousiaste. Oh Germaine, si tu avais vu Blanche, elle est arrivée à l'exposition avec un chapeau d'il y a 3 ans, retapé par elle. Et vraiment, Monet, qui n'est pas pour la mode, en était suffoqué. Il disait « Blanche a bien l'air d'être de Rouen, ou d'une vraie paysanne ». Alice se réjouit enfin d'arracher à Monet la promesse d'un voyage. Ce n'est pas aussi extraordinaire que Venise l'année précédente, mais c'est plein d'énergie au cœur de l'été 1909 qu'il remonte dans la Panhard pour se rendre aux confins de la Normandie. Une escapade longue comme un rêve sans fin. Nous avons fini de rouler après un voyage si beau, si bon, traversant des pays splendides, pour aboutir à Landemer, où c'est superbe. J'ai attendu avec impatience que Monet trouve un motif à son goût. Ce n'est pas qu'il en manquât, mais l'heure des marais rend bien des choses impossibles. Il ne fallait pas perdre de temps pour être de retour comme convenu. Le matin, le ciel était brumeux et couvert.
et les effets admirés complètement changés. Dès 7 heures, les pêcheurs débarquaient leurs poissons. Le pays est magnifique, si sauvage, on se croirait au bout du monde. L'eau inouïe, d'une transparence merveilleuse. Et malgré toutes ces beautés, les pinceaux restaient muets. Les toiles n'étaient même pas déballées. Aussi le sacrifice que je lui faisais, sans qu'il s'en doute, d'être si mal campé, n'a pas servi. Il a fallu en prendre son parti, en brave. Déjeuner sur la terrasse. Aussi bien Monet allait-il se mettre enfin au travail à une demi-heure de l'hôtel, dans un endroit encore plus sauvage que Belle-Île. Et en arrivant, pas de boîte de couleurs. Nous l'avions oublié. Je m'en serais bien arraché les cheveux de désespoir. Finalement, nous avons quitté le beau land de mer et le comble, nous avons crevé à Saint-Lô. Et puis c'est la grande inondation. La crue de la Seine de 1910 noie le jardin. Il n'y a plus d'électricité. Le 24 janvier, voilà le bassin qui s'en mêle. Il déborde, ce qui n'était jamais arrivé. Des fenêtres de chez Monet, on ne voit plus qu'une immense nappe d'eau. Le lendemain, c'était un spectacle merveilleux, avec le givre et le soleil, tout se reflétant dans ce miroir d'eau qui va jusqu'à la Seine. Aussi, je n'ai pu résister. Et malgré la volonté de Monet, je suis sortie. Enfin, le pauvre bassin. Les grandes ronces émergent seules, les radeaux azalés sont sous l'eau, les petits ponts flottent et le grand pont menace d'être enlevé. On voit l'eau monter avec une telle rapidité qu'on se demande ce qui va arriver. Le 30 janvier, la grille est grande ouverte, on vient en bateau à moitié de l'allée. Monet est de plus en plus inabordable. Entre nous, tout est perdu. Les affaires ne reprendront jamais. Il faut vendre maison, auto, etc. C'est triste. Tout était entièrement abîmé et dégageait une odeur de vase épouvantable. La maladie rôde autour d'Alice. Monet joue les gardes-malades. La seule plante vivace qui résiste est le bonsaï qu'il lui a offert pour le Nouvel An. Juillet 1910. C'est la dernière photo d'Alice. Elle est descendue au bassin, heureuse de se sentir mieux. L'année suivante, au printemps, le 19 mai 1911, Alice meurt. La mort d'Alice plonge Monet dans une dépression noire. Il décide d'abandonner la peinture. Je suis de plus en plus triste, ruminant toujours les mêmes pensées, ne songeant plus du tout à travailler, d'abord à cause de l'épouvantable temps que nous avons toujours, hélas, et de ma pauvre vue qui s'affaiblit de plus en plus. Je suis bien triste, bien dégoûté, bien inquiet. Parfois, une visite l'illumine, comme ce dimanche d'août, où Renoir vient passer la journée. Et surtout, son fidèle ami Clémenceau, qui l'exhorte à reprendre ses pinceaux. « Pensez au vieux Rembrandt accroché à sa palette », lui écrit-il. Il répond à l'injonction de son vieil ami en terminant l'Étoile de Venise, en souvenir du dernier voyage qu'il fit avec Alice. Au début de l'année 1914, Monet a la douleur de perdre son fils aîné, Jean. Désormais veuve, Blanche s'installe aux côtés de son beau-père pour le seconder. C'est ici que s'ouvre la grande énigme. Par quel chemin obscur Monet est-il amené, dans sa 75e année, alors que toute l'Europe plonge dans la guerre, à construire un nouvel atelier pour réaliser le projet des grandes décorations des nymphéas?
Juillet 1915. Monet donne les premiers coups de pinceau. Il sait déjà qu'il en a pour plusieurs années. Au milieu de ses allées et venues entre le front et la capitale, Clémenceau ne manque jamais de venir souffler auprès de son ami. Le lendemain de l'armistice, Monet lui adresse une lettre. « Cher et grand ami, je suis à la veille de terminer 2 panneaux décoratifs que je veux signer le jour de la victoire, et viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. C'est peu de choses, mais c'est la seule manière que j'ai de prendre part à la victoire. Je désire que ces 2 panneaux soient placés au musée des arts décoratifs et serais heureux qu'ils soient choisis par vous. Je vous admire et je vous embrasse de tout mon cœur. » Monet mettra plusieurs années avant d'honorer sa promesse. Il traîne, il veut peaufiner. Finalement, en 1922, il fera don de 19 panneaux de nymphéas, lesquels seront installés à l'orangerie des Tuileries. L'année suivante, au mois de janvier, le peintre se fait opérer de la cataracte. Cela fait des années qu'il esquive, tellement il redoute l'opération. Monet est un homme âgé. Sa silhouette s'est amaigrie. Il peint encore quelques vues de sa maison dans les Roses. Le 5 décembre 1926, Claude Monet ferme à jamais les yeux. Le pavillon de l'Orangerie est inauguré au printemps 1927. Alice est morte depuis 16 ans. Elle n'a jamais vu les grandes décorations des nymphéas.